Bonjour. Avant d'accueillir Virginie Lefebvre-Alain, et en attendant les derniers inscrits, juste un petit mot très rapide sur Keox, puisque ce rendez-vous est offert en exclusivité aux abonnés. Nous vous rappelons que Keox permet d'accéder à la réglementation et aux normes indispensables aux professionnels du bâtiment, qu'il contient les analyses des meilleurs experts contenues dans les 5 classeurs à mise à jour et la revue complément technique, et que l'abonnement donne accès à une newsletter bimensuelle. Et cet abonnement permet aussi de s'inscrire pour assister en direct au rendez-vous d'aujourd'hui. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Lefebvre-Alain, architecte et enseignante. Vous avez conduit de nombreux projets de maisons et d'extensions en bois. Et vous venez d'écrire un ouvrage sur le sujet. Vous êtes donc parfaitement qualifiée pour nous parler de l'agrandissement en bois des maisons individuelles. C'est un thème particulièrement porteur car si le bois a des difficultés à se développer dans l'habitat individuel, l'agrandissement en bois fait exception. Vous l'expliquez par les atouts que présente ce matériau pour des projets d'agrandissement qui peuvent être complexes. Vous détaillerez la technique de l'ossature bois et vous nous présenterez des exemples de surélévation et d'extension. Avant de vous laisser la parole, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via la boîte de dialogue sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à utiliser le bloc questions. Alors Virginie Lefebvre-Alain, je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bien écoutez, on va commencer le webinaire par une petite présentation, on va dire, un peu généraliste et de l'habitat individuel et du bois, du matériau, et essayer de rentrer le plus vite possible dans le sujet à travers les différents exemples. Donc, l'habitat, voilà, on va faire défiler, voilà, ça y est. Voilà, donc la maison individuelle, tout d'abord, l'habitat individuel, hein, c'est effectivement extension sur élévation, ce sont des cas particuliers, mais contrairement à d'autres bâtiments plus public, l'habitat individuel est quand même un marché particulier. Pour un architecte, c'est aussi des projets très particuliers. Donc l'habitat individuel, c'est un marché qui est un petit peu pour les architectes, qui a été un petit peu pris par les constructeurs de maisons individuelles qui ont proposé du clé en main. Alors même si c'est pas un clé en main parfaitement, enfin un vrai clé en main, ils ont quand même un petit peu attiré toute une clientèle du marché individuel qui, au détriment finalement des projets d'architectes. Alors l'habitat individuel, c'est une architecture un petit peu particulière puisque on va comment dire, s'intéresser à un projet pour une personne en particulier, contrairement au bâtiment public où on peut peut-être s'exprimer un petit peu plus en tant qu'architecte et avoir une plus grande liberté de création. Là, on est vraiment sur un projet de vie pour des personnes, pour des familles. Alors, la construction bois dans l'habitat, puisque nous, on va s'intéresser à la technique du bois sur les extensions et agrandissements. On a l'impression que c'est une technique en plein développement, effectivement, mais finalement, quand on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte que c'est plutôt un secteur qui est plutôt en baisse. La maison individuelle se développe, la construction bois dans la maison individuelle est plutôt en perte de vitesse. Alors pourquoi ? Peut-être, bon, on lui reconnaît son intérêt écologique, effectivement. Le bois, il y a un effet de mode, mais qui peut-être ne va pas compenser certains avantages fiscaux qu'on peut avoir dans le neuf par rapport à des emprunts, par rapport à des montages financiers. On a l'urbanisme qui est un vrai problème. Peut-être que certains architectes se reconnaîtront, mais c'est vrai que le bois n'est pas toujours, il est
assez méconnu du grand public et aussi de certains professionnels de la construction quelque part, mais au niveau des mairies, c'est quand même assez compliqué parfois de faire accepter les constructions en bois. Au niveau du coût, c'est une réalité. Je pense qu'on a effectivement un coût légèrement supérieur, mais qui est largement compensé, on le verra, par des avantages qu'apporte la construction bois. Donc, on a donc un habitat individuel un petit peu en perte de vitesse, en ossature bois. Par contre, le marché extension sur élévation, lui, est plutôt en développement, en expansion. Hein. On a peut-être, alors on verra, peut-être que les avantages justement de la construction bois expliquent cette hausse. Donc l'agrandissement d'une maison individuelle, ce sont des contraintes, alors je vais pas aller dans l'ordre de la diapositive. On a des contraintes liées à l'urbanisme, au réglementaire. On peut même avoir une interdiction de construire ou de faire du bardage bois, ça m'est déjà arrivé. On a une programmation qui va être contraignante. Bon, on a un programme à respecter pour des clients et qui parfois peut nous donner des contraintes incompatibles. On a un budget à respecter, ça, à peu près toutes les constructions sont soumises au budget, mais la maison individuelle, on est sur des budgets d'un ménage et donc effectivement aucune des mesures n'est envisageable. Et l'existant. L'existant, lui, c'est effectivement une contrainte énorme. Alors, qui dit contrainte ne dit pas aspect négatif. Hein. C'est un cadre et c'est vraiment le bâti existant va conditionner l'agrandissement et la technique qui en découle. Le bois, il faut parler un petit peu le développement du bois et ses difficultés. On a quand même dans l'inconscient collectif toujours cette image du bois comme un matériau. Alors on le voit pas comme un matériau, mais plutôt comme un aspect fragile. Alors, je vous ai mis les trois petits cochons. C'est vrai que ça parle. Hein. La paille, le bois, la pierre, c'est effectivement la pierre qui est la maison la plus solide, qui va résister à tout. Voilà, en connaissant le bois, en travaillant le bois, on sait que c'est une image. Ça n'est qu'une image. Hein, il va falloir faire évoluer les mentalités et bon, ça se passe doucement. Autre réticence liée au bois, et ça dans l'habitat individuel, beaucoup, c'est l'évolution d'aspect du bois. Alors j'ai mis vieillissement quand même dans le texte, mais franchement je ne veux pas utiliser ce mot parce que ça voudrait dire que l'évolution d'aspect du bois est quelque chose qui va c'est une imperfection, c'est ça n'est pas qu'un aspect. Or, c'est un aspect qui évolue. Il faut le savoir au départ et faire un choix en fonction de ça. Ça n'est pas quelque chose de négatif. Ça n'est pas une dégradation. Donc ça, c'est aussi une idée reçue qu'il faut absolument faire évoluer pour pouvoir développer ce matériau extrêmement intéressant. Voilà, donc dans nos projets pour des particuliers, dans les agrandissements, les surélévations, qu'est-ce qui fait qu'on choisit le bois plutôt qu'un autre matériau? Très honnêtement, c'est bien souvent l'esthétique, un peu la philosophie écologique. On va dire que tout le monde a une fibre, un particulier va avoir envie de construire avec des matériaux respectant l'environnement, voilà. Mais l'esthétique du bois et ce qu'on peut donner en aspect va conditionner beaucoup le choix. Et évidemment, l'architecte ou les entreprises qui vont être chargées de construire vont avoir
une mission, il va falloir qu'il soit très, très convaincu. Le bois dans la construction, donc très rapidement, on lui connaît ses qualités environnementales. Bon, c'est un matériau naturel, renouvelable, recyclable, donc ça c'est extrêmement important à notre époque. Il a en tant que matériau des qualités durables de résistance aux attaques biologiques. Dans voilà, sa transformation ne nécessite pas des consommations énergétiques importantes. Il est naturellement, il stocke le carbone, donc ça c'est hyper intéressant à notre époque. Et en admettant que les forêts soient éco-gérées, effectivement, on peut mettre en avant cette qualité. Voilà. Donc le bois, c'est du bois d'œuvre, c'est surtout ça qui va nous intéresser nous. Et bois d'industrie, c'est-à-dire tout ce qui va être dérivé du bois et qui va nous permettre dans la construction de l'utiliser. Alors, les différentes essences que l'on a à disposition, on va, là on peut voir feuillus, résineux, on a les bois exotiques qu'on verra sur la suivante. Il en existe beaucoup d'autres, hein, il faut bien choisir les plus connus. Donc on peut utiliser tous ces bois, donc ça fait quand même beaucoup. On les utilise, on les choisit en fonction de leur qualité technique, de leur résistance, des traitements éventuels qu'on va leur appliquer ou pas. Donc ça fait un beau panel de choix au niveau des essences du bois, du matériau en lui-même. Alors, sur ce sujet, on va s'appuyer sur des exemples. Alors, les exemples, les esthétiques sont ce qu'elles sont. Elles sont celles de particuliers qui ont voulu tel ou tel aspect. Mais ce qui est intéressant dans par exemple, ces 3 premières images, c'est que on a des existants diverses et variés. À gauche, on a un petit existant qui était un mansard, façon mansard, donc assez classique, avec un aspect classique. On lui a construit une extension avec un aspect bois qui finalement s'est très bien marié. L'image du milieu, on est sur une petite maison beaucoup plus modeste, sans vraiment de caractère. Bon, on est venu lui adosser une extension qui lui donne un petit caractère aussi, finalement. Bon, après, c'est le choix de chacun. La surélévation, pareil, elle est très typée, mais vous verrez par la suite, on en parle un petit peu plus. La maison d'origine, était très simple. Donc à travers ces 3 exemples, on voit un petit peu que l'extension bois, l'aspect bois peut se marier avec très facilement et donner peut-être du caractère à certains bâtiments qui n'en ont pas, ou préserver le caractère à un petit mansard ou à une meulière qui va nous permettre de respecter l'existant tout en créant un bâtiment intéressant. D'autres exemples, là on a sur la gauche la diapositive d'une petite meulière des années 30 sur laquelle on est venu adosser une extension et d'autres modèles effectivement d'extension avec ce même type de bardage. Donc on a une variété d'esthétiques possibles. Et ça, c'est quand même en rénovation, quand on a un bâti, on a quand même à regarder l'esthétique, le matériau, un petit peu comme on ferait en intérieur. On ajusterait une couleur de peinture avec un mobilier. Voilà, on a une variété de produits. Ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, là, c'est des petits dessins plus techniques sur les formes de lames de bardage, les sens de pose qui sont multiples et c'est infini. C'est-à-dire qu'on a maintenant des lames
des lames de bardage très larges qui sont possibles grâce aux assemblages de bois massif. On peut mixer les différentes épaisseurs de lames, faire du claire-voie, du faux claire-voie, du recouvrement. Enfin, c'est vraiment là encore infini. Les aspects, les couleurs, les surfaces peuvent être travaillées aussi. Alors, un atout très important de la construction bois en rénovation pour de la maison individuelle, c'est l'ambiance. C'est vrai que construire en bois, on a beau peut-être à l'intérieur mettre des habillages de plâtre, BA13, on n'est pas obligé de mettre du lambris. On aura une ambiance, un vécu un peu particulier, une ambiance très feutrée. L'intérieur des maisons de bois, il y a un côté feutré, confort qui est particulier. Hein. Même si on fait une extension, l'impression qu'on aura dans l'extension ne sera pas la même que dans un bâtiment maçonné. Alors, donc, atout esthétique, ça c'était le début parce que je vous dis pour des particuliers, c'est peut-être la première chose. On va d'abord voir l'esthétique. Les atouts techniques du bois, je pense qu'ils sont quand même assez connus. Donc, je les reprends très rapidement. La durabilité naturelle de certains bois, avec ou sans traitement, qui peuvent résister à des attaques biologiques. Des performances mécaniques, ça, elles sont connues aussi. Elles ont, la structure d'un bois, ça se calcule comme toute autre structure, mais elles sont très intéressantes. Performances thermiques particulièrement élevées, puisque le bois lui-même a des qualités thermiques de par sa constitution. La tenue au feu, alors ça c'est assez peu connu, mais vous discuterez avec un pompier, il pourra vous dire qu'une poutre en bois, elle a une durée de tenue au feu qui est fiable. On sait absolument en fonction de sa section quelle est sa tenue au feu et par conséquent, on va utiliser maintenant de plus en plus les constructions bois, même pour des bâtiments de plusieurs étages, puisque c'est vraiment un matériau qui, contrairement par exemple au métal, qui a une tenue au feu intéressante. Donc voilà, au niveau avantage sur le chantier, puisque ça c'est aussi quelque chose de très marquant. Le chantier bois est très particulier. On va pouvoir l'utiliser dans le neuf aussi bien que la rénovation. On va pouvoir faire de la préfabrication aussi bien que de l'assemblage sur site. Et ça, la préfabrication, c'est une chose. L'assemblage sur site, c'est peut-être un petit peu ce qui va nous intéresser plus particulièrement pour la rénovation. On a affaire bien souvent à des entreprises spécialisées, donc qui ont une qualification et un niveau une volonté de faire un travail très précis, ou des habitudes d'avoir un travail fini, précis. On a des chantiers qui ont des nuisances moindres et dans le tri je cherche mes mots, dans la sélection, le tri des gravats, enfin je sais pas des gravats, mais bref, les réductions des nuisances de chantier, ça va me revenir, excusez-moi. Un élément qui est un peu marrant, mais c'est vrai qu'on a des chantiers propres, ce qu'on va dire chantier sec, on a même l'odeur du bois qui, dès l'approche, se sent, c'est assez particulier. Voilà, un avantage extrêmement important, c'est le gain de temps. C'est peut-être ce qui peut contrebalancer un petit peu le surcoût. Hein, c'est que souvent le surcoût, on regagne le temps gagné sur le chantier, surtout en rénovation, et déjà du temps et donc de l'argent. Voilà.
Alors, un petit rappel rapide sur la technique de l'ossature bois, puisqu'elle est la même que l'on soit en extension ou en surélévation. On est comme dans le neuf, hein. Donc la structure ossature bois, c'est un squelette. On a des lisses basses, des lisses hautes et des montants verticaux, tous en bois avec une section donnée et qui vont constituer la structure de la paroi verticale, donc des murs. On peut évidemment avoir des renforts, on verra sur les diapos suivantes. On a nos planchers qui sont constitués de la même manière avec un solivage de plancher. On fait des réservations de chevêtres et c'est là qu'on peut mettre des renforts aussi au niveau des chevêtres. On a le doublement des montants, voire triplement des montants qui créent des renforts de structure. Donc ça, c'est vraiment la technique de l'ossature bois, c'est celle qui est la plus couramment utilisée dans toutes les, bon, surtout en construction, en rénovation, hein, mais c'est quand même la technique la plus utilisée. On fait des réservations donc pour les menuiseries extérieures très simplement, hein, avec des traverses d'allège, et on a toujours les renforts latéraux qui permettent de renforcer cette réservation pour les menuiseries. L'isolation, donc ça c'est un thème très tendance. L'isolation telle qu'elle est décrite là, on a une isolation à l'intérieur de la paroi, entre les montants. C'est la base, on va dire, mais on peut aussi parfaire l'isolation thermique par le complément. Alors là, on voit sur ces deux images un complément d'isolation par l'extérieur, hein, vers l'extérieur avant le bardage. On va rajouter encore un élément d'isolation. On peut avoir ce même renfort d'isolation soit à l'intérieur, soit les deux. C'est-à-dire que on a vraiment une technique qui nous permet d'avoir une isolation thermique extrêmement intéressante. On a déjà une performance extrêmement intéressante rien qu'en mettant un isolant dans la paroi entre les murs. Donc le complément intérieur ou extérieur est d'autant plus efficace, bien sûr. Voilà, côté intérieur, alors après, on a toute liberté de mettre un parement type BA13, du lambris. Après, c'est vraiment en fonction de la déco. Il n'y a aucune limite, on va dire. C'est exactement comme dans tous les bâtiments. Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, l'extension surélévation. Donc, extension, c'est effectivement l'agrandissement d'un bâtiment à l'horizontale, on va dire, en y accolant un autre bâtiment. La surélévation, ça va être la création de niveaux, donc un agrandissement à la verticale, où l'on va superposer sur l'existant des niveaux, des planchers supplémentaires. Alors la surélévation, elle peut être totale ou partielle, et ça c'est en fonction du projet. Et puis on a certains projets qui sont un peu tout à la fois, c'est-à-dire que la construction bois dans un existant complexe. Donc ça c'est un exemple que l'on va revoir un petit peu à la suite, à la fin, où on a extension sur élévation et on est vraiment dans un existant complexe et le bois se prête tout à fait à ce genre d'exercice. Voilà, les extensions, là on a des images, alors pareil, qui sont ce qu'elles sont, hein, chacun ses goûts, mais on voit qu'on peut complètement adapter les extensions, les surélévations à des existants, et techniquement et esthétiquement. Soit on se différencie de l'existant et du coup ça permet sur des existants très typés de faire des choses beaucoup plus sobres, ou alors on vient avec son extension ou sa surélévation exister un peu plus.
Mais voilà, on s'adapte un petit peu à tout. Alors, un premier exemple que vous avez déjà vu précédemment, là, mais on avait une extension assez simple d'un pavillon. Alors, je vais voir un peu avec vous les points particuliers qui sont spécifiques, on va dire, aux extensions bois. Alors, vous allez retrouver des choses évidentes pour tout type d'extension. Donc là, on était dans une création de 2 chambres, une à rez-de-chaussée, une à l'étage. Les contraintes de terrain, bon, on avait un terrain plat, on était obligé d'avoir des murs aveugles parce qu'en limite mitoyenne, bon, c'était voilà. Et puis l'orientation qui n'était pas idéale, mais ça c'est aussi les contraintes de l'existant. Sur ce projet, le choix du bois, ça a été un choix, on va dire, des clients plutôt amené par l'architecte. Hein. C'était une idée. Il y a eu un chantier voisin de réaliser qui a plu et donc voilà, la mairie sans a priori, ça c'était déjà un bon point. Donc on a pu faire du bois. Alors, premier point extrêmement intéressant quand on aborde, enfin très important, je veux dire, quand on aborde une extension, c'est que c'est vrai pour d'autres types de matériaux, mais il faut absolument que la base, les fondations de l'extension soient totalement indépendantes de celles du bâtiment existant. Donc on a ses propres fondations, ses propres porteurs, voilà, le bâtiment a sa base. Ce qui est intéressant, alors dans des cas comme celui-ci, on avait un existant avec déjà une toiture bien sûr, des descentes, des regards, on voit qu'il y a des réseaux qui traversent l'emprise du chantier. Donc on a été obligé de tenir compte de tout ça, au même titre que pour un autre bâtiment. Mais voilà, là vous voyez qu'on a une base qui s'amorce et qui va devoir avoir des qualités de planéité, d'équerrage assez importantes. Voilà, là c'est bon, c'est un peu sombre, mais vous voyez le plancher, la base de la future extension qui se construit. Alors on a un point qui, bon, la planéité de la dalle est très importante, l'équerrage aussi, puisqu'on arrive en ossature bois avec des éléments qui sont parfaitement d'équerre, des panneaux de contreventement qui nous font des parois parfaitement d'équerre. Donc idéalement l'équerrage, la planéité, et on a souvent aussi les planelles de rive qui sont utilisées en maçonnerie, qui elles ne sont pas forcément très compatibles avec la fixation des parois. Donc on essaye de se passer de ces planelles de rive quand c'est possible. Alors là, je vous disais qu'il faut une base parfaitement parfaite. Eh bien, c'est pas toujours le cas. Donc là, c'est le contre-exemple. On avait une base pour la future extension qui n'a pas respecté l'équerrage souhaité. Elle s'est mise dans le prolongement des murs existants qui n'étaient pas d'équerre. Donc, on a été obligé d'adapter l'extension, ce qui a été possible. Grâce justement à l'ossature bois, on a pu créer un léger porte-à-faux, compenser ce qui aurait été peut-être beaucoup plus compliqué avec de la maçonnerie. Alors, l'ossature bois, comme on l'a vu sur les précédentes diapositives, ce sont des montants, des lisses. On a toujours cette coupure de capillarité entre la lisse basse et la dalle, donc ça c'est hyper important pour la préservation de la paroi. Et là ce qui est intéressant, c'est que l'ossature bois, autant la base doit avoir ses fondations, c'est-à-dire qu'on a notre dalle qui est fondée sur les 4 côtés, mais autant vous voyez qu'on peut accrocher, notre plancher est accroché avec ce qu'on appelle une muralière, c'est-à-dire qu'on vient accrocher quand même notre extension, la structure de notre extension sur l'existant.
Donc ça se fait assez simplement. Ça se fait donc à ce niveau-là, au niveau du plancher. Et vous allez voir sur la diapositive suivante que l'on a aussi notre charpente. Alors on l'aperçoit un petit peu à travers la fenêtre sur la diapositive de droite. Vous avez la charpente qui a son accroche aussi en muralière sur l'existant. Voilà, donc là, sur ces deux diapos, vous avez un peu l'évolution de la construction. Une évolution extrêmement rapide, donc ça, c'est vraiment la qualité du bois, très très importante, enfin la qualité de l'ossature bois, de la construction ossature bois, très importante en rénovation, puisque des chantiers souvent habités, c'est-à-dire que les gens sont dans les lieux, donc même si on organise en conséquence, les nuisances de chantier sont bien plus courtes quand on fait de la construction de bois. Donc voilà, réalisation rapide sur ce chantier-là. On a pris le parti de se reculer un petit peu de la toiture, des rives. On est venu s'enchasser sous l'existant, enfin pour essayer de n'avoir à toucher enfin de ne pas toucher aux descentes, aux regards. Voilà, ça c'était un choix. On a eu des entreprises extrêmement... Donc on a fait, oui, entreprises spécialisées sur les lots ossature bois, bardage, charpente. Les autres lots ensuite ont été traités par d'autres entreprises, mais là on avait vraiment une entreprise spécialisée. C'est un chantier, enfin c'est une extension qui a plus de 10 ans maintenant. La pose du bardage à la verticale, alors on est en lisière de forêt un petit peu, on est dans un lieu un petit peu verdoyant, et malgré tout le bardage est resté impeccable, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas, voilà, on a une garantie décennale sur ce type de bardage qui n'a pas, voilà, on n'a absolument pas besoin de le refaire encore, et donc c'était un exemple d'une extension qui dure bien dans le temps. Voilà. Alors ça, c'est un exemple d'une surélévation, création de chambres à l'étage. On a eu des contraintes là par rapport au PLU, à la mairie. Ça a été un petit peu plus compliqué de faire accepter le bois. Et le choix du bois, alors la couleur, ça, ce sont les clients. On a ensuite travaillé l'enduit, les couleurs qui sont pas tout à fait celles-là. D'ailleurs, la photo est un petit peu plus foncée. Mais voilà, on a réussi à faire passer le bois et en mairie, on a travaillé les couleurs. Là, on était vraiment sur on va pas dire un choix du client, mais bon, pas d'a priori négatif pour le client. Il a accepté la proposition de l'architecte et on avait quand même cette nécessité absolue de surélever avec un matériau léger. On était dans une construction ancienne et pas, on verra après, dont la structure n'était pas tout à fait complète. Voilà, donc vous avez à gauche la maison avant, la maison après. Donc là, on a changé d'aspect vraiment. On était dans une petite maison des années 30, sans fondation réelle et avec une mitoyenneté complexe. Donc on a eu à gérer des échafaudages, des choses. C'est vrai que la rapidité du chantier a été vraiment intéressante parce que un voisinage un petit peu compliqué. Voilà. Donc là, on a eu à faire quand même, c'est souvent le cas quand on a un existant, mais on a eu un diagnostic technique à faire sur l'existant par rapport aux fondations, par rapport à la structure, c'est-à-dire que quand on a démonté la toiture existante, et on s'est rendu compte qu'il nous manquait quand même côté voisin des murs de structure. Donc on a dû, dans la conception du plancher bois en haut, trouver des assises qu'on n'avait pas pour monter la surélévation.
Donc tout ça a pu se faire un petit peu en direct, parce que c'est vrai que c'est au moment de la démolition qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait des points d'appui. Donc on a discuté avec l'entreprise, on a adapté et on a fait du sur-mesure là, hein, vraiment. Voilà, donc quand on attaque la surélévation, évidemment, on a un travail préparatoire sur l'existant, une phase de démolition. On doit recréer un chaînage, hein, par rapport à l'existant qui, lui, doit garder toute sa solidité. On doit éventuellement envisager des renforts. Bon, des renforts de structure au niveau des fondations, c'est assez rare quand on surélève en bois. Maintenant, ça peut être le cas. Et ensuite, on doit préparer, au même titre que l'extension, on doit préparer une base d'assises pour les parois qui soit parfaitement, qui soit le plus parfaite possible. Donc, on va faire le chaînage, les renforts, la rase un petit peu de tout cet existant, pour ensuite venir ancrer les futures parois. Voilà, donc on a fait le choix aussi. Donc l'ossature bois, c'est vrai que pour ma part, je pense qu'il est peut-être plus intéressant de faire une ossature bois quand on peut aller jusqu'au bardage bois. Maintenant, on a parfois des obligations techniques ou des simplifications à faire de l'enduit sur de l'ossature bois. Donc là, on avait des contraintes de prolongement de conduits de fumée voisins. On avait tout un tas de choses qui faisaient que l'enduit sur le côté mitoyen était quand même plus simple. Donc on a fait ce choix et il a été possible de faire effectivement une façade enduite, une façade bardée sans aucun problème. Alors l'avantage du bois, très nettement en surélévation, c'est la rapidité d'exécution en montage sur site, hein. On a vraiment eu un chantier extrêmement rapide qui nous a permis de mettre hors d'eau aussi très rapidement, puisque même sans aller jusqu'au bardage ou à la couverture, on peut, grâce au pare-pluie, mettre une maison, un chantier hors d'eau et pouvoir attendre la couverture. Enfin voilà, en surélévation habitée, c'est essentiel. Donc là, sur ce chantier, on l'a vraiment senti. Donc voilà, une extension surélévation. Donc là, c'était le projet dont on vous a déjà fait voir une diapo. Un site très particulier, très pentu. Un arbre remarquable, c'est-à-dire qu'il était hors de question de bouger, de faire quoi que ce soit à cet arbre, même pas une branche à couper. Donc on a vraiment conçu le projet autour du terrain, de l'arbre, de l'existant, qui était une petite maison ancienne, avec un bâti existant assez fragile là où on s'est implanté. C'était extrêmement fragile, fissuré, pas de fondation, tout ce qu'il ne faut pas, mais vous allez voir qu'avec la construction bois, on a pu faire ce projet qui était pas évident, qui aurait été extrêmement compliqué en maçonnerie ou autre technique. Alors là, ce sont des photos de chantier d'assez pas très bonne qualité, mais c'est pour voir un petit peu l'avancement, les interventions sur l'existant. Vous voyez le calage. On avait un escalier gigantesque qui descendait dans le jardin, donc un jardin très loin des zones de vie de la maison. On ne pouvait pas, pour des questions de coût, tout déposer, enlever. Il aurait fallu faire du soutènement, c'était coûteux. Donc on a fait le choix de venir installer la structure bois sur
sur les existants, on va dire, hein, sans y toucher plus que ça. Donc on a des espèces de pilotis de hauteurs différentes qui viennent se régler en fonction des hauteurs nécessaires pour toucher la base. À l'intérieur, donc vous avez cette extension qui s'est faite sur une terrasse extérieure existante. Donc on est venu poser notre structure de plancher et nos parois sur cette ancienne terrasse. Et là, ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est de voir à quel point un chantier bois peut se gérer, est compatible avec un chantier habité. Hein, on a le salon qui est à côté. Bon, alors je dis pas qu'on n'a pas des précautions à prendre quand même pendant les heures de chantier, mais voilà, on a des chantiers beaucoup plus faciles en rénovation. Là, on a eu aussi une modification de façade demandée par la cliente en cours de route. On a remplacé une fenêtre trop petite par une baie, donc ça c'est quelque chose qui est toujours possible, mais je dirais que la transformation de ce qui était déjà fait a été extrêmement rapide. À part commander la fenêtre, ça a été ce qui a été le plus long. La transformation, la petite modification dans l'ossature bois a été extrêmement simple. Donc là, c'était la phase construction de la terrasse. On a donc une terrasse qui vient autour de l'arbre, qui se pose sur l'ancien escalier, qui vient aussi s'ancrer dans le terrain beaucoup plus bas. Donc là, on voit qu'on est posé, on a une structure qui vient se poser délicatement sur tous les existants et quels qu'ils soient. Voilà, en fin de compte, on voit un petit peu, bon, les photos précédentes font peut-être un petit peu peur. Une fois que tout est fini, on se rend compte qu'on a un ouvrage extrêmement ciselé finalement, où on a pu travailler les coupes du bois presque sur site autour de l'arbre, autour les poteaux qui ont été moisés, soit pour les affiner, soit pour les grossir, soit donc on a une adaptation qui a été possible et on en a fait un objet qui tourne autour d'un existant qu'on a voulu préserver, alors notamment l'arbre. Donc tout ça avec quand même beaucoup de légèreté au niveau structurel. Et pour conclure, on a deux exemples. Alors à gauche, vous avez l'exemple d'une extension qui aurait dû se faire en bois. Malheureusement, l'instructeur a trouvé que le bois n'était pas suffisamment esthétique pour la construction. Donc on a eu un refus, on va dire, de la mairie, de la DDE à l'époque, pour un bâtiment qui était en lisière de forêt. Donc on aurait très bien pu faire cette extension en bois, et voilà, c'était vraiment par méconnaissance, parce que c'était pas un problème technique ni esthétique, mais voilà le genre d'obstacle que l'on peut rencontrer. On a fait de la résistance, on a quand même fait la terrasse en bois, mais voilà, le reste n'a pas pu se faire. Et par contre, il faut pas non plus faire du bois à tout prix. À droite, vous avez l'exemple d'une surélévation. Le rez-de-chaussée, enfin le sous-sol rez-de-chaussée existait. On a fait une surélévation en maçonnerie enduite, puisqu'on était dans un site extrêmement exposé, en haut d'une colline, sur une orientation sud-ouest. Et c'est vrai que les clients étaient partants pour du bois, mais que l'architecte a préféré ne pas leur imposer un entretien trop important, même avec un produit pré-peint sous décennale. Je pense que voilà, l'exposition aurait été trop agressive pour le bois. Donc voilà un petit peu le sujet. Alors merci pour cette présentation. Nous allons passer maintenant aux questions. Je vous rappelle que vous pouvez les poser via la boîte de dialogue questions. Les explications s'affichent actuellement sur votre écran.
Alors nous allons interrompre quelques minutes le son, le temps de récupérer vos questions. À tout de suite. Donc nous reprenons la liaison. Alors, une première question. Vous disiez tout à l'heure que l'isolation entre montants ou dans l'ossature suffisait. Quid du pont thermique de l'ossature bois elle-même? Virginie Alain. Alors, effectivement, je disais qu'elle suffisait en termes de, on va dire, de résistance thermique de la paroi. On n'a aucun souci. Des chantiers anciens où on n'avait pas l'habitude forcément de mettre une isolation complémentaire intérieure ou extérieure, ont encore des performances thermiques aujourd'hui intéressantes. Par contre, effectivement, quand on a à gérer le pont thermique, même si le bois en lui-même a va pas créer le même pont thermique qu'un plancher béton, il est préférable de rajouter une isolation par l'extérieur, mais je dirais que ou alors de mettre un isolant. Enfin, on a des détails, on a tout un tas de solutions possibles pour gérer ce pont thermique en tête de plancher. Voilà. Donc effectivement, on a à gérer ce problème des ponts thermiques un peu moins puissant que dans la maçonnerie. Mais c'était plutôt sur la qualité, on va dire, la performance de la paroi, hein, où je disais que l'isolation en âme pouvait suffire. Alors, on nous a posé une deuxième question. Comment préconisez-vous la coupure capillaire? Alors, c'est une petite bande d'un produit, enfin je vais encore chercher mes mots, d'un produit, d'une étanchéité, hein, d'un petit rouleau d'étanchéité que l'on va dérouler sous la lisse basse.
entre la lisse basse et la dalle béton. Donc elle doit dépasser un petit peu côté intérieur. Voilà, il y a une mise en œuvre particulière, mais qui est très bien décrite par les fournisseurs de ces matériaux. Mais elle va s'imposer autant sur une extension que sur une surélévation, c'est-à-dire que toutes les parties bois qui viennent poser sur de la maçonnerie, on va leur créer une coupure de capillarité par cette espèce de bande de produits étanches, un peu genre caoutchouteux, qui va créer cette coupure de capillarité. Alors, on a une remarque par rapport à la pose directe sur l'existant. Il faut un joint de dilatation et notamment en parasismique. Alors, est-ce que vous pourriez nous indiquer la mise en œuvre? Alors là, je suis pas spécialisée sur cette technique, enfin sur les contraintes du parasismique. Je pense qu'effectivement, on a des mises en œuvre différentes et peut-être obligation d'avoir double structure, un vrai joint de dilatation, comme un petit peu sur de la maçonnerie. Là, je saurais pas vous préciser. Enfin, vous décrire précisément ces contraintes du parasismique. Hein. Mais à mon avis, voilà, on est dans la dissociation totale de la structure avec joint de dilatation probablement, et on n'aurait pas le droit de s'accrocher. Voilà. Mais là, je dis ça comme ça, hein, j'improvise. Je suis pas du tout, j'ai pas de notion précise là-dessus. Alors là, c'est une question sur le liaisonnement plancher et charpente sur mur existant. Pas de risque de tassement différentiel. Alors, on nous demande si l'ouvrage ne doit pas être complètement désolidarisé. Pardon. Bah, idéalement, si. Mais on voit qu'en ossature bois, on peut, dans la mesure où la fondation, la base, est complètement dissociée, l'accroche, on va dire, c'est une accroche, c'est plutôt on s'adosse à l'existant. Dans la mesure où l'existant est sain, on peut s'y adosser. Sans forcément remonter une structure, même poteau-poutre, hein, mais ça s'est fait, voilà. Donc je pense qu'il y a pas de, enfin ça se fait couramment. C'est la fondation, elle doit être vraiment complètement indépendante. Alors, on nous demande si la race doit être en maçonnerie, ou peut être en maçonnerie ou seulement en bois, par exemple dans les cas que vous avez exposés. Alors, quand on a une base en maçonnerie ou une base en pierre, alors des fois on a des bases complètement improbables avec de la brique, de la maçonnerie, enfin voilà. Donc on va plutôt faire une arase en maçonnerie avec un chaînage. Ça permet de faire un chaînage béton armé qui est quand même plus sûr quand on a une base en maçonnerie, quelle qu'elle soit. Alors, comment sont traités les points singuliers liaison entre niveaux? Les points singuliers, dans les cas que vous avez exposés. Liaison entre niveaux. Je vois pas tout à fait point singulier, liaison entre niveaux. Peut-être entre niveau existant et niveau et surélévation bois. Là, je dirais si c'est bon, j'espère bien répondre à la bonne question. Quand le liaisonnement entre la paroi bois qui vient se poser sur sa base en surélévation, par exemple, sur le chaînage, on va avoir exactement la même technique d'ancrage de la lisse basse de la paroi dans le chaînage, enfin dans la base, la rase maçonnée qui est faite. Alors, que pensez-vous du procédé CLT? Alors c'est un peu, c'est un autre sujet. Je dirais que, enfin, l'ossature bois peut se mixer avec d'autres techniques de construction bois ou de matériaux. Il n'y a pas de, enfin tout est intéressant. C'est vrai qu'il existe maintenant beaucoup de dérivés du bois, qui sont très intéressantes, même en ossature bois. Hein, on peut mélanger les genres. Il
n'y a aucune incompatibilité. Alors, une question réglementaire. Comment se gèrent les réglementations acoustiques et thermiques en cas d'extension? Ah, bah ça c'est vrai qu'en thermique, on a le cas particulier d'être soumis ou pas au règlement, enfin au règlement suivant les surfaces développées. Donc ça se gère, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire l'existant, enfin la surélévation ou l'extension selon les normes. Donc on va avoir les mêmes exigences que pour du neuf, mais par exemple au niveau thermique, on n'aura pas forcément, on sera pas forcément soumis à la réglementation thermique. On la mettra en œuvre, on va dire, sur le chantier, mais ce sera peut-être pas une obligation. Mais on va dire qu'on a des habitudes de construction maintenant qui répondent, même si on n'est pas soumis à la réglementation thermique, on y répond quand même. Par contre, en acoustique, là, le thermique va gérer un petit peu l'acoustique puisque l'isolation thermique est déjà une réponse un peu à l'acoustique. Voilà, chez le particulier, l'acoustique est peut-être pas toujours très demandée. Hein, on commence à s'y intéresser. Alors, on va lire d'autres questions. Alors, le seuil des 50 mètres carrés de attestation RDME dite simplifiée. Je sais pas où est la question. En RT, c'est ce que je venais de dire précédemment. Hein, on n'est pas toujours soumis en extension et en surélévation. On va s'arrêter là. On va dire que c'était la dernière question. On continuera éventuellement à répondre par mail. Donc Virginie Lefebvre-Alain, nous vous remercions d'être venue partager votre expertise sur les techniques d'agrandissement en bois. Merci aux participants d'avoir suivi ce rendez-vous expert. Alors le prochain se déroulera le 25 avril. Dominique Sevray et Olivier Brane développeront pour nous les aspects législatifs et économiques de la surélévation. Et n'hésitez pas à consulter nos vidéos sur la chaîne YouTube La Révolution Keox. À très bientôt.